Une foule immense est réunie devant le Capitole de Washington DC. Une foule sans précédent estimée à plus de 2 millions de personnes, sans compter les centaines de millions de téléspectateurs devant leur poste de télé ce soir-là. Un événement historique est sur le point de se produire. Le 20 janvier 2009, à 12h07 exactement, Barack Obama prête serment sous les yeux du monde entier. Il est officiellement investi le 44e président des États-Unis. Le ferveur national est inhabituel. Pour cause, le symbole que l'élection de Barack Obama représente pour l'histoire du pays. Une histoire d'immigration, de haine et de commerce. Les premières victimes, comme vous le savez peut-être, sont les natifs amérindiens qui ont subi les conquêtes des colons européens. Puis la faune et la flore exploitées jusqu'à l'épuisement, comme les populations de bisons par exemple, exploitées par leur peau, leur chair et même leurs os. Abattus aussi dans le but d'affamer les Amérindiens, au point où en 1984, l'espèce est quasiment exterminée et ne compte plus que 352 individus. Avant l'arrivée des colons européens en Amérique, on comptait encore 50 à 70 millions. Je pense que personne là ne peut s'en rendre compte vraiment, et dites-vous que l'histoire brutale du continent ne s'arrête pas là. Ensuite sont venues les déportations d'esclaves depuis le continent africain. Main d'œuvre bon marché issue du commerce triangulaire. Déraciné d'Afrique, emporté contre son gré en Amérique. Opprimé jusque dans ses premiers instants de libération. Car, d'après l'abolition de l'esclavage, c'est la ségrégation raciale là qui est imposée aux affranchis. Et le harcèlement aussi, provenant majoritairement d'un groupe qui s'est formé au lendemain de la guerre de sécession. Un groupe occulte qui affirme la supériorité des Blancs et incite à la haine envers les Noirs. Son nom, le Ku Klux Klan. Fondé aux environs de l'année 1966, il est presque aussi ancien que la formation des États-Unis d'Amérique. Le Klan est aussi considéré comme le premier groupe terroriste des USA. Même s'il a rapidement été dissous, il ne cesse pourtant, depuis, de renaître de ses cendres. Ses dernières exactions officielles sont recensées aux alentours des années 1990 à peu près. Soit, si on fait le calcul très vite, 140 années de haine. Aujourd'hui, ce que je vous propose les amis avec ma scripteuse, c'est un voyage transatlantique, mais aussi un voyage dans le passé, à la rencontre de ces personnes mystérieuses encagoulées du Ku Klux Klan. Et bon, évidemment, avant que je vous embarque dans tout ça, dans toute cette folie, abonnez-vous, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à liker, évidemment à la fin si vous avez kiffé. Je vous le rappelle, mais un simple clic pour moi est un immense soutien. Et pour ça, évidemment, merci d'avance. Je vous invite les amis, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, à rejoindre mon canal sur Instagram. Vous tapez Léo-YTP sur Instagram, évidemment logique. Je raconte là-bas plein de trucs sur moi, des backstage des tournages, mais aussi je raconte vos histoires que vous m'envoyez sur l'adresse leo@d-influence.com. J'ai un format sur la chaîne pour ceux qui savent où je raconte vos histoires flippantes que vous avez vécues. Et sur le canal, je suis un peu pareil, sauf que je vous les transmets comme ça. Je prends les meilleurs, un peu comme Wattpad, l'application. Je sais pas si vous connaissez. C'est super cool, n'hésitez pas à le rejoindre. On est plus de 1000 là, c'est cool. Faudrait qu'on soit plus. Venez, s'il vous plaît. Bref, reprenons la vidéo. Noël 1865. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore 100 ans d'existence depuis la déclaration de son indépendance en 1776. Le pays sort d'une guerre civile sanglante qui laisse sa population complètement déchirée. Au nord, il y a les États en faveur de l'abolition de l'esclavage. Mais par contre, au sud, les États en faveur de l'esclavage. Deux clans irréconciliables. Pourtant, le président Lincoln lui-même œuvre pour mettre fin à l'esclavage. Le 6 décembre 1865 alors, il fait voter le 13e amendement qui instaure l'abolition totale de cette pratique cruelle. Ce qui, vous l'aurez deviné, ne plaît pas du tout à tout le monde. Mais alors, pas du tout, surtout aux États du Sud. Les États vaincus, perdants de la guerre, qui se voient alors imposer l'affranchissement de leurs esclaves par le gouvernement. Dans ces États sudistes, les citoyens alors s'organisent spontanément pour empêcher la population afro-américaine d'accéder à ces nouveaux droits. Une ségrégation très forte alors continue à s'exercer. Les affranchis sont opprimés, pourchassés et même des fois tabassés. Les suprémacistes blancs vont jusqu'au lynchage et au meurtre. Ils maintiennent l'oppression par la terreur. Parmi ces bourreaux, beaucoup d'anciens soldats marqués par les combats de la guerre. Il faut dire que la guerre de sécession fait partie évidemment des épisodes les plus traumatisants de l'histoire des États-Unis. On est sur 3 millions d'hommes mobilisés et 624 500 morts, soit 2% de la population de l'époque. Quasiment autant de blessés.
À l'annonce du 13e amendement, la presse sudiste alimente le sentiment de rancœur. Les titres appellent même carrément à la haine contre les anciens esclaves récemment affranchis. On ne peut rien attendre d'un peuple impossible à gouverner, sauf par le fouet. Les Noirs ne sont pas des créatures fiables, tous leurs hommes sont des voleurs, toutes leurs femmes sont des catins. Pourtant, le gouvernement fédéral fait tout pour réconcilier les États. Le Bureau des réfugiés est créé dans le but d'aider à la fois des Afro-Américains dans leur nouvelle indépendance et les États du Sud à se reconstruire. Mais pour la propagande de la presse du Sud, le bureau favorise la paresse, encourage la tendance naturelle des Noirs au vol, au vagabondage et au vice. En réalité, le véritable problème des sudistes, en plus du racisme génétique, est un problème économique. Avec en fait l'abolition de l'esclavage, c'est toute leur main-d'œuvre là gratuite que les exploitants agricoles du Sud ont perdue. Désormais, les esclaves ne veulent plus travailler pour eux sans être payés. Il faut dire que le Sud a construit un véritable empire en fait économique sur les plantations alimentées par le travail des esclaves. Quand on n'a pas à payer la main-d'œuvre, c'est beaucoup plus facile. Et c'est justement ce qui déplaît aux exploitants, devoir payer leurs anciens esclaves au même tarif que les ouvriers agricoles blancs. En plus, maintenant que les Afro-Américains sont libres, ils peuvent travailler chez le concurrent. Le comble. Il faut aussi envoyer leurs enfants à l'école pour leur apprendre à lire, à écrire et même à compter. Quand ils se réunissent à la veille de Noël, leur morale est au plus bas honnêtement. La défaite est cuisante. Et là, ils se demandent s'ils ne pourraient pas faire quelque chose pour briser la monotonie de leur vie. Quelque chose qui redonne de la fierté à leur mère et à leur fille. Ils se sont dit pourquoi pas lancer un club. Alors cette idée, lancée par l'un d'entre eux, aurait pu aboutir à n'importe quelle association caritative. Une bonne action au bénéfice des vétérans de la guerre, de leurs orphelins et leurs veuves. Des chats errants, voilà, je sais pas. Mais non, rien à voir. Leur objectif à eux, c'est d'empêcher les Afro-Américains d'accéder à leurs nouveaux droits. Et ça, quel qu'en soit le prix. Puis, ils se donnent un nouveau rendez-vous une semaine plus tard. Il faut maintenant trouver un nom à ce club. Mais aussi rédiger son règlement, évidemment. Le groupe se sépare alors les tâches. 3 d'entre eux sont chargés de réfléchir au nom, et les 3 autres de proposer un règlement. Le nom devra impérativement en imposer avoir une dimension mystique, voire occulte. Plusieurs propositions alors sont mises sur la table. The July 6, The Despians. Non, ça c'est pas ouf, pas très occulte tout ça. John Kennedy propose alors le nom de The Circle, le cercle. Pour ajouter un peu une touche de mysticisme, les compères décident d'utiliser plutôt son équivalent en grec ancien, Kuklos. James Crow suggère alors de modifier en Ku Klux pour se rendre encore plus incompréhensible, encore plus mystérieux. Puis, en le prononçant comme ça, il a l'idée de séparer les syllabes, Ku Klux. Il trouve que ça sonne alors là plutôt bien. Enfin, comme tous les 6 sont descendants de colons écossais, ils accolent le terme clan. Pour vous expliquer, en Écosse, la société fonctionne traditionnellement sur le mode du clan, un groupe de plusieurs familles, apparentés par le sang ou non, qui font des alliances politiques. Ku Klux Klan. Les 6 officiers assoiffés de revanche sont satisfaits d'eux-mêmes. C'est bon, ils ont leur nom. Ils trouvent en fait là que la prononciation évoque le bruit d'os qui s'entrechoquent, ce qui correspond parfaitement à leur lugubre mission. Maintenir le statut d'infériorité des Afro-Américains et prôner la supériorité des Blancs. Les contraindre à rester dans une condition d'esclave économique et civique. Ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement composé uniquement de suprémacistes blancs. Mais attention, le Ku Klux Klan, c'est pas l'anarchie. Non, la terreur est organisée par la rédaction du règlement intérieur. Même si la version définitive n'est datée que de quelques années plus tard, en 1868, il structure le clan en précisant les statuts et ses règles de fonctionnement. On y trouve notamment les différents grades et la hiérarchie du clan qui resteront les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Au début, nos 6 membres fondateurs se contentent de se couvrir de draps et de mettre juste une tête d'oreiller blanche sur leur tête pour déambuler la nuit. Sur le chemin, ils s'aperçoivent que les blancs sont amusés, tandis que les noirs sont terrorisés par leur silhouette fantomatique. Pour améliorer alors leur tenue, ils confectionnent des robes blanches et brodent des symboles sur des morceaux d'étoffe rouge. Mais l'accessoire ultime qui restera le symbole du clan, c'est leur petit chapeau en forme de cône. Chapeau qui porte le nom de capirote, inspiré de ceux initialement portés par les religieux espagnols. À ce moment de son histoire, le clan n'est pas encore ce groupe terroriste que l'on connaît aujourd'hui. Et il est d'ailleurs encore loin d'atteindre son apogée. Ses membres se contentent de simples calvassades nocturnes. Des campagnes de harcèlement qui, si elles effraient les affranchis, divertissent les blancs.
mais les excursions du clan commencent à faire de plus en plus parler. Ça donne alors des idées à d'autres suprémacistes blancs nostalgiques de l'avant-guerre. Des rumeurs et des légendes urbaines circulent alors. Des Afro-Américains les femmes blanches. Les attaques du clan se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes. Alors une véritable légende naît autour de ces chevaliers de la nuit. Beaucoup de personnes racontent que ce sont des âmes de soldats sudistes tombés au combat. Mais alors les clanistes, comme on les appelle, ne se contentent plus du tout de terroriser les noirs simplement, dans des chevauchées amusantes aux yeux des blancs. Non, ils sont passés au lynchage et au meurtre, aux enlèvements et aux tortures. Mais en face, la riposte s'organise. La hargne monte chez les affranchis qui n'en peuvent plus de l'oppression. Le 1er mai 1866, à Memphis, l'arrestation jugée injuste d'une afro-américain déclenche une émeute. La première émeute de l'histoire de la communauté afro-américaine d'ailleurs. 3 jours de manifestation dont le bilan s'élève à 2 morts et 2 blessés. Côté blanc. Car du côté de la population noire, on compte 46 morts et 80 blessés, 5 femmes tuées, 12 églises et 4 écoles incendiées. En juillet de la même année, une nouvelle émeute éclate à la Nouvelle-Orléans. Le bilan, 30 morts, principalement des anciens combattants. Des morts qui enhardissent les membres du clan, dont un certain Nathan Bedford Forrest. Cet ancien général de cavalerie de l'armée sudiste est un ancien marchand d'esclaves. Bien entendu, il est aussi propriétaire de 2 plantations à Memphis. Et oui, pour ceux qui se le demandent, c'est le Nathan Bedford Forrest dans le film Forrest Gump. Quand Forrest alors apprend l'existence du clan, il y voit l'occasion de renverser la situation politique. Intronisé l'année suivante, il contribue à ce que le clan devienne une véritable organisation terroriste. À son arrivée, il constate que les nombreuses branches du clan sont séparées les unes des autres, agissant chacune de leur coin. Il propose alors une coordination des actions du clan et de centralisation du pouvoir en nommant un chef unique. C'est Robert Lee qui est pressenti. Officier pendant plus de 30 ans dans l'armée des États-Unis avant que la guerre n'éclate. Guerre de sécession durant laquelle il s'illustre en tant que commandant des troupes de la Virginie du Nord. Mais il est trop vieux et trop souffrant, il refuse alors le poste. À sa place, il propose de nommer Nathan Bedford Forrest lui-même, tout en affirmant qu'il continuera de rester une force invisible. Aussitôt, Forrest est élu grand sorcier. Et il prend son rôle très à cœur. Il revoit d'abord le règlement du clan qui définit son but et son fonctionnement, et il définit alors là comme une institution chevaleresque, humanitaire, miséricordieuse et patriotique dont le but sacré est de maintenir la suprématie de la race blanche dans la République. Pour le clan, en plus de l'économie du Sud qui est menacée, c'est la culture blanche entière qui est mise en danger. Sous la direction de Forrest, le clan alors s'organise, recrute et ne cesse de s'étendre. Forrest impose alors une direction centralisée. Alors les critères de sélection des membres durcissent. Seuls les anciens combattants sudistes démobilisés, sans avoir manqué à l'honneur militaire, et les anciens prisonniers de guerre peuvent postuler. Très rapidement, le clan dispose d'une armée de 100 000 hommes. Des soldats invisibles qui dissimulent leur visage sous les cagoules pour commettre leurs crimes. Ils s'organisent en véritables bandes armées qui sèment la terreur, principalement dans le Tennessee et le Kentucky. Les Afro-Américains sont là livrés à leurs anciens maîtres qui sont maintenant leurs bourreaux. Dans ce climat extrêmement sanglant, chaque camp durcit ses positions. Le pays est au bord d'une autre guerre civile. En face, le gouvernement fédéral. Lui, se bat toujours pour octroyer des droits aux affranchis. Il propose le 14e amendement en 1866 pour accorder la citoyenneté à toute personne née ou naturalisée aux États-Unis. En représailles, le clan multiplie ses actions et ses manifestations nocturnes surprises. Lorsque les autorités gouvernementales alors interrogent Forrest sur le but du Ku Klux Klan, il affirme qu'il n'a aucun but politique. Son seul but est de défendre les blancs du sud de la menace que représente, selon lui, la cohabitation avec ses esclaves affranchis. Pourtant, la réalité est bien différente. À l'approche d'élections locales, une véritable campagne d'intimidation est menée par le clan pour empêcher les adversaires d'accéder au pouvoir. Ces fichus républicains qui veulent donner l'égalité des droits aux Noirs. Intimidation verbale, agression physique, chantage, corruption. Le clan, comme vous l'aurez peut-être compris, cherche à évincer les adversaires, mais aussi à placer ses membres au pouvoir, au sein des partis politiques. Son objectif, faire voter des lois qui maintiennent l'infériorité des Afro-Américains, des lois ségrégationnistes. Tous les moyens, le clan use de son influence. Forrest sillonne le pays, il donne même des conférences.
et en profite même pour saboter celle des adversaires. Chacune de ces apparitions est suivie d'une vague de violence contre les Afro-Américains. Et tenez-vous bien les amis, parce que la violence là ne fait que commencer. Désolé d'avance si pas mal de mots sont bipés, beaucoup de gens me le reprochent dans les commentaires de biper des mots, mais je suis vraiment obligé, sinon évidemment vous l'aurez compris, la vidéo ne sortirait jamais. Beaucoup trop violente, supprimée par YouTube, vous avez compris. Les membres du clan font alors irruption dans les maisons pour fouetter ou assassiner les Noirs. Les affranchis sont dus aux arbres, parfois ils vivent dans des cages. Certaines femmes enceintes, dites-vous, sont et les hommes sont castrés. Encore une fois, les agents du bureau des réfugiés qui prennent en charge l'instruction des Afro-Américains sont aussi visés par des crimes. Lors de cette campagne électorale, ce sont plus de 2000 personnes assassinées ou blessées par le clan, rien qu'en Louisiane. Puis, de juin à octobre 1867, dans le Tennessee, ce sont 25 meurtres, 4 viols et 4 incendies qui sont recensés. La population afro-américaine cède à la terreur. Certains territoires sont désertés par la communauté. Après ça, plusieurs actions judiciaires sont alors lancées contre le clan. Mais malheureusement, aucune n'aboutit car les membres des jurys sont largement composés de sympathisants au clan, ou corrompus, victimes de chantage. Les témoins finissent par se rétracter par crainte des représailles. Le clan est partout. Son association politique continue avec son implantation dans de nombreux autres États. Ses sympathisants, haut placés, voient dans le clan un moyen politique de faire taire les adversaires. Et dites-vous que même certaines personnalités politiques sont soupçonnées d'être membres du clan. Mais encore une fois, malheureusement, on n'arrive jamais à apporter une preuve formelle. Certaines voient leur carrière facilitée par le soutien du clan, leur parrainage financier. À ce moment, Forrest accorde alors une interview à un journaliste de Cincinnati. Il y présente le clan comme une organisation militaire et politique qui se donne pour but de protéger les gens du Sud de l'oppression de l'armée fédérale du Nord. Car, depuis la défaite du Sud, les forces du Nord occupent le territoire. Selon lui, le clan compte alors 550 000 membres. Alors qu'il n'est même pas encore, dites-vous, à son apogée. Mais le mouvement ne va pas tarder à subir son premier coup de grâce. Le 18 mai 1870, une bande d'encagoulés du clan fait irruption dans le palais de justice du comté de Caswell. Leur cible, le sénateur John Stephens. Alors qu'il est en réunion, 8 à 12 hommes attendent dans une pièce obscure du tribunal. Poignardé et étranglé à mort, son corps ne sera retrouvé au fond de la pièce que le lendemain. Et ce n'est pas le seul élu victime du clan. Le représentant James Martin, le sénateur de la Caroline du Sud Benjamin Randolph, les députés Benjamin Hinge et Richard Burke. Autant de noms qui viennent s'ajouter aux victimes. Le clan ne recule devant rien ni personne. Dans le comté de Wilkinson, en Géorgie, c'est le shérif lui-même qui est assassiné, laissant libre cours à la violence du clan qui en profite pour castrer un homme afro-américain, juste pour apprendre, comme ils le disent, à la victime, pour que le pauvre Henry Lauder fasse la différence entre un blanc et un noir. Une sombre histoire parmi des cas malheureusement beaucoup trop nombreux. Si nombreux d'ailleurs que le Texas n'arrive même plus à tenir le compte précis des meurtres d'Afro-Américains. La communauté est terrifiée. La nuit, des centaines de personnes se réfugient dans les bois et les forêts pour échapper aux persécutions du clan. La crainte est si forte, dites-vous, que certains affranchis commencent à prôner un retour sur le continent africain. Pour un noir, il n'y a rien à entendre de ce pays, si ce n'est la cruauté, la faim et les effusions de sang. La violence croissante des encagoulés du clan ne peut rester sans réponse de la part du gouvernement. Forrest le sait et il prend les devants. En janvier 1869, le Ku Klux Klan est officiellement dissous sur ses ordres. Officiellement, il accuse les Klansmen, la petite main du clan, en bas de la hiérarchie d'avoir commis ces crimes. Il les accuse eux d'avoir sali le nom du clan par leurs actions violentes et dégradantes, indignes d'un ordre chevaleresque. Mais officieusement, il prend soin de brûler tous les documents du clan avant de le dissoudre. Bizarre. C'est-à-dire qu'il doit en avoir des noms à protéger. Et en réalité, le clan n'arrête pas ses sombres activités. Il ne fait qu'entrer dans la clandestinité, renommé en interne l'Empire invisible des chevaliers du Ku Klux Klan. Bon, il est quand même un peu éclaté au sol et n'est plus aussi puissant, d'autant que les gouvernements ne cessent d'affirmer ses positions en faveur des droits civiques des affranchis. En 1870, c'est le 15e amendement qui est proposé. Amendement qui vise à octroyer le droit de vote à tous les citoyens des États-Unis, par conséquent aux anciens esclaves. L'année suivante, c'est une loi qui vise directement l'abolition du clan qui est votée. Bon,
Trop tard, il a déjà été dissous 2 ans plus tôt. On va dire officiellement. Les enquêtes sont tout de même diligentées sur ordre du président. Plusieurs milliers de membres soupçonnés du clan sont alors arrêtés. Mais la plupart sont libérés, faute de preuves. Le clan, entravé par ces lois, se fait de moins en moins actif et disparaît progressivement. Définitivement interdit en 1877, on pense, ou on espère, qu'il n'appartient plus qu'au passé, ou à quelques huluberlus nostalgiques d'avant la guerre de sécession, accrochés vraiment à leur bouteille au fond de leur campagne. Malheureusement, ce n'est ni la fin de l'histoire avec un grand H, ni la fin de l'histoire que je vous raconte. Il a suffi d'un livre paru en 1905. Son titre, L'homme du clan, une histoire d'amour historique du Ku Klux Klan. Son auteur, Thomas Dixon Jr., fils et neveu de membres du premier clan, aujourd'hui disparu. Persuadé d'avoir des talents cinématographiques, il cherche à faire adapter son livre au cinéma. Un art assez naissant pour l'époque. Malheureusement, la critique du livre est très mauvaise, même dans la presse sudiste. Mais Dixon persévère. Quand il rencontre le réalisateur Griffith à la fin de l'année 1913, il lui soumet son projet. Séduit, Griffith se montre enthousiaste, mais ses collaborateurs, eux, sont très sceptiques. Un de ses assistants le décrit comme le pire hymne à la haine, jamais rencontré, rempli de mensonges, de distorsions et par-dessus tout des superstitions les plus nauséabondes qui soient. Le récit apparemment serait truffé d'erreurs historiques et il véhicule apparemment des clichés cruellement racistes. Mais qu'importe ce que lui disent ses collaborateurs, rien n'y fait. Griffith garde son enthousiasme et négocie avec Dixon pour son adaptation au cinéma. En 1915, le film Naissance d'une nation sort au cinéma. Dans ce mélodrame, la période de l'après-guerre est décrite comme une période d'oppression des Blancs par les Noirs. Ces derniers y sont représentés comme des sauvages dégénérés qui ont pris le contrôle des États du Sud. Le drame atteint son apogée quand une jeune femme blanche se suicide pour échapper à un agresseur afro-américain. Ce sont alors aux hommes du clan de faire justice. Ils traquent l'agresseur, l'exécutent, puis se livrent à une véritable purge des Afro-Américains. Le mythe du clan est sur le point de renaître de ses cendres. Pourtant, le film est assez boycotté. On demande même au réalisateur de retirer les scènes les plus violentes. Mais cela n'empêche pas pour autant la diffusion. Des manifestants afro-américains envahissent les salles obscures pour protester. L'ambiance ressuscite alors là les fantômes de la guerre. Et c'est avec un certain William Simmons que tout va recommencer. Simmons est un ancien militaire de l'US Army. Après sa démobilisation en 1901, il traverse une grosse crise existentielle, une crise mystique, et décide de devenir pasteur. Bon, ainsi soit-il. Il commence alors à prêcher de manière itinérante et vit avec un revenu assez faible. Le soir, il s'adonne à la boisson. Et visiblement, ça ne plaît pas trop à ses supérieurs, les évêques, qui le démettent très vite de ses fonctions. Simmons tombe alors très vite dans une dépression nerveuse. À cette période, il rencontre Jonathan Frost. Celui-ci rédige régulièrement des articles racistes qu'il fait paraître dans les journaux locaux. Il introduit alors Simmons dans une fraternité, les Modern Wooden of America, une de ces fraternités qui fleurissent partout en ville pour aider les gens à créer du lien. Face alors là au sentiment de solidarité qu'il ressent entre les membres du groupe, Simmons a une idée qui lui traverse l'esprit. Lui aussi va créer une fraternité. Pour cela, avec son ami Jonathan Frost, raciste notoire, il s'inspire du film Naissance d'une nation. Mais alors, c'est quoi son idée, vous allez me dire? Relancer le clan. En octobre alors 1915, il réunit autour de lui 34 hommes pour signer la charte des chevaliers du Ku Klux Klan. Cette charte est calquée sur un exemplaire du premier règlement de 1867, dont il a réussi d'ailleurs à obtenir une copie. La cérémonie se déroule au sommet de la Stone Mountain en Géorgie. Simmons est intronisé grand sorcier. Une croix chrétienne alors est dressée, puis enflammée. Rituel inspiré du film de Griffith qui entre dans l'histoire du clan comme l'un de ses symboles. Mais malgré ces réadaptations, Simmons insiste. C'est une véritable renaissance du premier clan de celui de l'après-guerre. Mais en période d'émigration massive venue du continent européen, les Afro-Américains ne sont plus les seules cibles du clan. Les migrants sont slaves, italiens, de confession juive ou catholiques, parfois orthodoxes. Bref, tous ceux qui ne sont pas blancs, nés aux États-Unis et protestants. À cela se mêle la peur du communisme. Simmons, lui, souhaite alors unifier tous les suprémacistes blancs contre ces forces qui menacent le mode de vie américain. Toutes ces minorités dont les traditions sont contraires au mode de vie conservateur de l'Amérique rurale. Simmons prétend incarner les valeurs des pères fondateurs du Ku Klux Klan avec ses théories. Mais malgré tout ça, le clan peine à décoller.
À la fin de 1919, les membres sont au nombre de 4000, dont 90 à Atlanta, son berceau historique. En 1920, le mouvement est au bord de la faillite et risque à nouveau la dissolution. Mais en juin, le clan se voit porter un soutien inattendu avec l'adhésion de deux puissants publicitaires, Edward Young Clark et Mary Elizabeth Tyler. Edward Young Clark et Mary Elizabeth Tyler proposent alors à Simmons d'organiser des événements pour recruter de nouveaux adhérents. Il lui apporte aussi large soutien financier. Alors, très alléché par la proposition, Simmons les initie immédiatement et les intronise membres du clan. Régulièrement sous, il s'en remet souvent à Clark et Tyler pour prendre des décisions. En réalité, ce sont maintenant les cerveaux du trio. Sous les impulsions, les adhésions augmentent, passant de 4000 à 100 000 membres. En décembre 1922, c'est un effectif de 700 000 adhérents qui est atteint. Avec l'augmentation des adhésions, ce sont des caisses du clan qui se remplissent, ce qui lui permet alors d'installer son QG dans un hôtel très luxueux. À nouveau, l'organisation s'étend, recrute. Clark, lui, s'est créé un grade sur mesure, celui d'aigle impérial, qui lui permet de superviser les recrutements. Dans l'ombre alors, il veille aussi à bien entretenir l'alcoolisme de Simmons. Et c'est l'ascension de l'échelle de la violence qui recommence là, à nouveau. Dans ce deuxième clan ressuscité, de nombreux membres ne sont là que pour s'attaquer à ceux qu'ils considèrent être les ennemis de l'Amérique. Et la haine n'a aucune couleur, puisque là encore, même les sympathisants des Afro-Américains sont pris pour cible. En Louisiane, deux blancs s'opposent à des clanistes. Ils sont alors là, battus à mort. À Lorena, au Texas, le shérif qui veut mettre fin à une parade du clan est atteint par 2 balles. Il échappe à la mort, porte plainte, mais les accusés sont innocentés. Le jury précise là que le shérif n'avait pas le droit d'interférer sur une affaire qui ne le regardait pas. Il faut dire que cette fois, ça y est, c'est l'âge d'or du clan, son apogée, l'apothéose. Mais le gouvernement ne cède pas non plus. Le président Harding commandite une enquête du FBI face à la montée de la violence. Lorsque les dirigeants du clan sont appelés à comparaître devant la justice, Clark envoie Simmons. Simmons tente de défendre les valeurs du clan et accuse les actes de quelques clanistes isolés. Selon lui, ce sont des individus qui décident d'agir seuls et le clan n'est pas responsable en tant que fraternité. Promis, ils seront tout de même évidemment sanctionnés pour leur débordement de violence. Et si par malheur leurs actions illégales continuent, il jure qu'il ira lui-même jusqu'à dissoudre le clan. Après 3 jours d'audition convaincu par le cinéma de cet alcoolique, la justice, devinez quoi, décide de ne pas donner suite à l'enquête. Ouais, c'est pas une blague. Boulevard alors là pour le Ku Klux Klan qui étend son empire jusqu'à dans les médias pour semer la propagande. Radio, musique, cinéma, théâtre, presse écrite. La propagande abonde et fait grandir la terreur. À tel point que la Louisiane vote une loi interdisant de démasquer le visage en dehors de certaines fêtes traditionnelles. De 1915 à 1935, ce ne sont pas moins de 726 lynchages qui sont comptabilisés. Je ne réalise pas, tout bonnement, mais pendant que Simmons picole lui et fait le malin devant la justice, Clark et Tyler manigancent en Tsum pour le renverser de son grade de grand sorcier. Il aurait mieux fait de se méfier. Pour mener à bien leur projet, ils recrutent alors un dénommé Evans et le mettent à la tête du service de la propagande. Ensemble, ils décident de recruter des hommes de main pour mettre un coup de pression au pochetron. À la veille de la convention nationale du clan en novembre 1922, les gangsters se rendent discrètement dans la chambre d'hôtel de Simmons. Simmons se réveille, à moitié sous, et tient difficilement sur ses jambes. Là, il est menacé. Soit il démissionne, soit un sniper sera posté pour le tuer en plein milieu de la convention annuelle demain. Simmons, bien sûr, démissionne. Mais il part tout de même avec un titre honorifique d'empereur impérial. Et $1000 par an. Alors pour rappel, $1000 à cette époque, c'est un petit trésor. Probablement d'ailleurs pour le faire taire. De son côté, Simmons tente de créer une organisation concurrente, les Chevaliers de l'Épée Flamboyante. Je vais pas rigoler parce que c'est un sujet très sérieux, mais sans déconner, on dirait une blague, non? Le mec a réfléchi vraiment du coup comme ça. Si on se disait qu'on était des chevaliers et que le vilain noir, il voulait nous tuer. C'est eux qui réfléchissent comme ça, je ressens juste qu'ils le disent quoi, c'est terrible. C'est horrible. Vraiment, je n'ai pas de mots pour décrire cette vidéo. C'est peut-être la plus dure que j'ai pu faire sur ma chaîne, parce que le racisme, c'est vraiment un truc qui touche tout le monde. La seule raison de pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que il faut en parler, il faut pas oublier ça. Et c'est important d'informer les plus jeunes, surtout, que des choses comme ça ont existé. Parce que moi, le premier, les gars, j'étais pas au courant que tout ça existait avant de découvrir et de me renseigner avec ma stricteuse sur cette vidéo.
C'est une folie quoi. Et j'imagine que même les personnes qui connaissaient un peu l'histoire de loin vont découvrir des choses par rapport à cette histoire qui est juste tout simplement inhumaine. Mais en 1925, victime d'un grave accident de voiture, Simmons ne peut plus s'occuper de son organisation. Elle disparaît alors pendant sa convalescence. Rapide, inefficace, il sombre plus que jamais dans l'alcoolisme et erre d'hôtel en hôtel jusqu'à la fin de ses jours en 1945. Pour le clan, tout se joue désormais entre Clark et Evans, car Tyler, elle, s'est déjà retirée et meurt rapidement. En janvier 1924, Evans réussit alors à faire voter l'exclusion de Clark, ainsi que celle de Simmons du coup, histoire de faire taire là définitivement tout le monde. Affaire réglée. Désormais, Evans a le champ libre. Il est nommé grand sorcier du clan qui comprend à ce moment entre 2 et 3 millions de membres. 3 millions de gros racistes les gars. C'est inimaginable. Sans compter la branche féminine des femmes du Ku Klux Klan fondée en 1923 qui ajoute 250 000 adhérentes. Voilà, j'ai pas précisé ça, c'est quand même hyper important. Mais Evans a conscience d'une chose. Pour peser à nouveau dans le jeu politique et faire passer les idées du clan, il faut y aller mollo avec les actes terroristes qu'il s'apprête à faire. Car beaucoup de responsables politiques retirent leur soutien au clan face aux actions violentes. À la place, Evans multiplie les rassemblements et les défilés dans les grandes villes. Des pique-niques géants sont organisés durant lesquels on peut s'initier et devenir membre pour la modique somme de 10 $. Mais alors quelles étaient les cibles qu'on privilégiait dans le recrutement? Évidemment, c'était le blanc, pauvre, peu éduqué, craignant pour son avenir et qui vient rechercher auprès du clan un sentiment rassurant de solidarité. Alors en 1925, c'est entre 30 000 et 50 000 clanistes qui défilent à la parade annuelle. L'année suivante, en 1926, ils ne seront déjà plus que 15 à 20 000. Année qui marque à nouveau le déclin de l'organisation. Les murs de silence qui protégeaient le clan jusqu'ici commencent petit à petit à se fissurer. Les victimes persécutées par le clan sortent du silence et s'opposent au mouvement, parfois lors d'affrontements physiques et violents. La violence du clan n'inspire plus le respect. Les assassinats et les lynchages font la une des journaux et choquent l'opinion publique. Certaines affaires même défraient la chronique pendant 6 mois. Les procès se succèdent. On découvre publiquement les faits lugubres, jusque-là passés sous silence avec la complicité de gens haut placés. Enfin, la Grande Dépression de 1929 achève le clan qui retombe à 100 000 membres. Ils ont perdu quand même beaucoup de gens, pratiquement en fait tout ce qu'ils avaient quoi. Appauvris, de nombreux clanistes ne sont plus en mesure de payer leurs cotisations. Le clan alors doit renoncer à ses grandes parades et au financement des campagnes électorales. En public, pour tenter de redorer l'image de l'organisation, Evans désavoue totalement les actions violentes. Mais dans l'ombre, le clan continue, vous l'aurez deviné, ses actions. Des actions terroristes sont toujours menées pour tenter d'avoir une influence politique coûte que coûte. Comme le 30 novembre 1935 à Tampa, lorsque des policiers, membres du clan, arrêtent Joseph Showmaker et 2 de ses amis. Ils les conduisent dans une forêt, accompagnés par une douzaine d'automobiles remplies de clanistes. Là, ils les déshabillent, les entourent de goudron et de plumes. Puis ils mutilent ses parties génitales avec un fer rouge et trempent une de ses jambes dans du goudron en ébullition. Ses 2 amis, à demi inconscients, arrivent finalement à alerter les secours. Malgré son hospitalisation, Showmaker agonise 9 jours avant de décéder. La tragédie fait la une des journaux, vous l'aurez deviné, nationaux, et suscite aussi pas mal l'horreur et le dégoût. Personne ne sera condamné pour le meurtre de Showmaker, malgré une récompense promise de 1 000 $ pour tout renseignement pouvant permettre l'arrestation des coupables. Evans, lui, continue de proclamer le clan et le protecteur de la nation. Mais en 1937, son train de vie et l'acquisition suspecte de sa luxueuse villa attirent l'attention du fisc. En parallèle, c'est la montée du nazisme en Allemagne. Cette idéologie raciste, suprémaciste et anti-communiste ne peut qu'attirer la sympathie de plusieurs membres du clan. George D. Rage, fondateur d'une branche du clan, va jusqu'à dire même que le nazisme a copié la ligne politique du clan. Il suggère alors à ses membres de ne plus enflammer des croix chrétiennes, mais des croix. Pourtant, le clan se fait plutôt discret pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux membres démissionnent. La disparition officielle du Ku Klux Klan est annoncée pour la 2e fois, le 23 avril 1944. Après sa mise en liquidation judiciaire, après les impôts impayés en 1920, à hauteur de 685 000 $. Et oui, quand on n'a pas de race, c'est jusqu'au bout. Et au bout, on n'y est justement pas encore arrivé. Comme un phénix, le clan s'apprête à nouveau à renaître de ses cendres.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est en Géorgie qu'une branche locale prépare le retour du clan. Car l'organisation, même si elle disparaît du monde visible, semble ne jamais vraiment cesser d'exister. En octobre 1946, Samuel Green, ancien grand dragon, est élu grand sorcier du clan. Il est aussi chargé de reformer l'organisation. Très vite, il va recruter pas mal de personnes en Californie, au Kentucky, au Tennessee et même à Alabama. Il va aussi augmenter les recrutements et les lynchages aussi. Rapidement, le clan est inscrit sur la liste des organisations subversives, au même titre que l'un de ses ennemis, le Parti communiste. Lorsque le président Truman alors met un terme à la ségrégation raciale dans les forces armées américaines, le grand sorcier entre dans un état de fureur totale. Samuel Green se jure de lutter de toute son âme pour empêcher les Afro-Américains de jouir de leurs droits civiques. Mais les adhésions peinent à dépasser les 10 000 membres, même si des hauts fonctionnaires rejoignent à nouveau le clan. La gloire appartient au passé, et le gouvernement lutte toujours contre son vieux démon du Sud. En janvier 1949, l'État de Géorgie vote une loi interdisant le port des tenues du clan, loi qui interdit aussi d'enflammer des croix. Avec le temps et le soutien du gouvernement, les Afro-Américains n'ont plus peur des clanistes. Ils vont même jusqu'à s'organiser pour les déjouer, contrer leurs actions. Lors d'une parade du clan à Greenville, la population américaine s'aligne le long du cortège et le hue. La foule rit des clanistes et se moque. Et d'ailleurs, une personne lance cette phrase ironiquement « Envoyez-nous vos tenues, nous les laverons ». Les personnes anti-clan n'ont plus peur de manifester ouvertement leur hostilité au mouvement. Enfin, la lutte pour l'égalité des droits s'intensifie alors avec des figures de proue comme Martin Luther King et son célèbre rêve. Quand en août 1949, Samuel Green meurt d'un infarctus. On peut alors s'attendre à ce que le dernier clan meure avec lui. Encore une fois, que dalle. Samuel Roper prend sa succession en tant que grand sorcier impérial. Ça ne s'arrête jamais, tout simplement. Sous sa direction, le clan trouve alors une nouvelle impulsion. Il sème la terreur en représailles des lois anti-clan promulguées dans le pays. Le 25 décembre 1951, les époux Moore, militants pour les droits civiques, sont victimes d'un attentat à la bombe commis par le clan dans leur propre maison. L'organisation exerce dans certaines villes une véritable police des mœurs, n'hésitant pas à fouetter le moindre individu considéré déviant. Parmi les multiples agressions, celle du chanteur et pianiste de jazz Nat King Cole lors d'un concert en 1956. Pas moins de 18 attentats à la bombe frappent des églises catholiques, des synagogues et des domiciles afro-américains. Au total, de 1954 à 1958, on compte 6 assassinats afro-américains, 29 blessés par balle, dont 11 blancs, 40 personnes mortes, 5 poignardées, 30 maisons détruites par des attentats, 8 par des incendies criminels et 15 maisons ayant reçu des armes à feu. Et ce n'est pas tout. Les attentats à la visent aussi les écoles et lieux de culte. Comme ce dimanche 15 septembre 1963, qui restera à jamais une journée sanglante pour la ville de Birmingham. Alors que des jeunes filles attendent l'office, au sous-sol de l'église, des clanistes déposent une bombe. Elle explose précisément à 10h22. Cynthia Wesley, Carol Robertson et Heidi May, âgées de 14 ans, et Denise McNair, âgée de 11 ans, sont tués sur le coup. Quelques autres paroissiens sont aussi grièvement blessés. La tragédie déclenche, vous l'aurez deviné, une émeute énorme des Afro-Américains et sympathisants dans la ville. On brûle les drapeaux sudistes, on caillasse des voitures. La police répond elle par des grenades. L'émeute dure toute la nuit. Le lendemain matin, on découvre des cadavres de 2 jeunes Afro-Américaines. Le chef de la police, un raciste notoire, est mis en cause. L'opinion est scandalisée face à la répression brutale qui s'est abattue sur les manifestants. Et ce n'est pas la seule affaire de violence policière. À l'été 1964, 3 jeunes étudiants, dont un noir, James Chaney, et 2 blancs, Michael Chauner et Andrew Godman, se font arrêter pour excès de vitesse. Cecil Price, membre du clan et shérif du comté de Neshoba, les conduit à la prison. Là, il prévient ses amis du clan qui viennent chercher les étudiants. Conduits en voiture dans un endroit éloigné et isolé, ils sont assassinés. Les amis des 3 jeunes signalent leur disparition à la police et comme il y a un soupçon d'enlèvement, l'enquête est confiée au FBI. L'affaire fait la une des journaux. C'est le procureur général des États-Unis et lui-même, Robert Kennedy, qui suit l'enquête. La voiture calcinée des étudiants est découverte quelques jours après leur disparition. Mais pas leurs cadavres. On élargit alors les fouilles. 400 marins de l'US Navy sont alors mobilisés pour essayer de les retrouver et 150 agents d'une équipe d'élite du FBI. Après 2 mois d'investigation, dites-vous, au mois d'août, les corps sont retrouvés.
Interrogés, 21 membres du clan sont arrêtés. 9 d'entre eux seront condamnés, dont le shérif qui a mis les jeunes entre les mains de leurs bourreaux. Loin de servir la cause des suprémacistes, ces meurtres entachent de plus en plus la réputation du clan. Au lieu de lutter contre les droits civiques, ils renforcent la ferveur pour les droits civiques. C'est-à-dire qu'en face, les minorités et sympathisants s'acharnent toujours plus à gagner leurs droits, l'égalité et le respect, tout simplement. En 1964, les lois sur les droits civiques abolissent, enfin, toute forme de ségrégation raciale dans l'espace public. Les personnes noires sont enfin autorisées à s'asseoir dans les mêmes espaces publics que les personnes blanches. Ils peuvent aussi aller dans les mêmes salles de cinéma et les mêmes bibliothèques, entre autres quoi. Dans la foulée, toute discrimination dans l'exercice du droit de vote est interdite. Les lois ségrégationnistes du Sud sont enfin vaincues. Le coup de grâce est donné lorsque le FBI démantèle les cellules les plus dangereuses du clan aux alentours des années 1970. Décennie à partir de laquelle le clan connaît une grave crise. Les Afro-Américains n'ont plus peur d'eux. Ils votent, se font élire et fréquentent les mêmes droits que n'importe qui d'autre. Pour survivre, le clan essaie bien de s'unir aux autres mouvements suprémacistes comme les néo-nazis. Mais il sombre petit à petit dans les répliques macabres de l'histoire, celles dont on se serait bien passé. En 1978, seuls 10 000 membres se réclament du clan, répartis sur 3 branches. 10 000 de trop. S'enfonçant toujours encore plus dans les pratiques très sombres, le clan n'est aujourd'hui qu'un acteur du conspirationnisme américain. Plus récemment, ce sont les années Obama qui réactivent la haine suprémaciste. L'élection de Trump aussi réanime pas mal la ferveur suprémaciste blanche, même si à l'heure de son élection, le clan recense environ 6 000 membres. Le mouvement, actuellement, n'est plus cette organisation terroriste de son heure de gloire. Ce sont plutôt des groupuscules éclatés. En 2017, un groupe de clanistes se rassemble à Charlottesville, en Virginie. Ils se mobilisent contre le retrait d'une statue du général sudiste Robert Lee d'un parc public. Ils ne sont à ce moment-là que 40 pour manifester. Les sympathisants des droits civiques, qui y sont venus les huer, sont plus nombreux qu'eux. Leurs tentatives de prise de parole sont couvertes alors par les huées et les injures. Personne ne veut plus les écouter. Fin de l'histoire. Mais est-ce que c'est encore la fin de l'histoire? Après tout, le clan n'a jamais cessé de ressurgir, car il est toujours tapis, là, quelque part, dans l'obscurité, prêt à saisir la moindre opportunité pour remettre ses idées suprémacistes sur le tapis. Eh bien écoutez, on ne sait pas, j'espère que non, j'imagine que oui, malheureusement, tristement, il y a tout dans ce monde. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. C'était une des plus dures à traiter parce que c'est hyper complexe comme sujet, dur à exprimer pour certains faits. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Évidemment, je bannirai de ma chaîne tous les commentaires racistes qui sont d'accord avec ces idées-là. Sur mon Insta, vous pourrez retrouver, je le rappelle, vos histoires qui seront racontées et des backstage des vidéos. Ne restez pas déconnectés trop longtemps. J'essaie de vous sortir 2 vidéos par semaine en ce moment. C'est assez chaud, mais je prends un pur kiff, les gars. Vous imaginez pas à quel point. À bientôt, c'était Léo. Et pas ma mère, impossible que ce soit elle, parce qu'elle est pas là physiquement, c'est même chiant parce qu'elle est un peu à Toulouse, donc c'est un peu compliqué. Mais c'était moi. Oh no. Those are new enemies! There will be Shanti. One will win. Miss Stacy, I didn't try the cannons after we boarded. We can try when we get there. This is faster than swimming, right? Clad, the first time that I fought an enemy like this, no, the level is not too high, Marlon. It's just that the combat in this game is really hard, the people combat, and I forgot to eat food. So they one-shot me. So you can eat food in game, and then you gain like a lot more health, and then you can fight better. The problem is I went in battle and I forgot to eat the food. But it's okay, we can still do it. The trigger. The first time that I tried taking an enemy ship, I was on this ship. It did not go well because I could not hit them, because I didn't have cannons. I did try to board them, and I did board them, but then I got instantly dead. I was level 1. My character literally flew across the ship. It was great though. Gosh, it's getting hot.
don't think I have bullets, Simon. That's the problem. We're almost there. I think I'll just shoot down those guys. You see how there was 2 ships that don't have the little loot? I think it's only worth to loot the ships that have the icon. Oh look, they're still running around. Yep. Here we go. Here. Let's eat. Oh, we can shoot them. Oh no, but if we shoot them, we'll break their ship. Hold on. We don't want to break their ship. Oh boy. Oh boy! Back to my ship! Calm. Can I shoot them? Oh, I have no bullets. Shit. Can I get more bullets? I can get more food. That helps. Hold on. I got more food. You see, our health is even higher now. Guys, we'll need to fight them. We go, we go! We go! We go! I think I bugged their captain. Wait, I think this is bugged, guys. I think this is bugged. Wait. Captain, what the hell?